Bienvenue à toi, amoureux de sport. Tu penses tout connaître de ton sport ? Prépare-toi à passer au niveau supérieur avec No Ref No Game, le premier podcast qui décode les règles du jeu et te plonge dans l'univers de l'arbitrage. No Ref No Game, c'est un épisode, un invité et 20 minutes pour te donner toutes les clés pour mieux comprendre le sport, pour l'aimer plus fort. Hello à toi, le temps passe si vite, notre dernier épisode date un peu, mais tu sais quoi, je suis très ravi de te retrouver ici sur ce nouvel épisode de No Ref No Game. Je suis Jérémy, fondateur de Whistle. Avant on s'appelait Refmate, mais les choses ont évolué. Aujourd'hui nous appelons tout simplement Whistle. Génial, non, vous validez la team ou pas ? Bon, nous en tout cas on valide. Et aujourd'hui sur cet épisode, ensemble nous allons décoder les règles du jeu et démystifier un peu l'arbitrage. Attention, aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode, notre invité est un as du milieu de terrain, transformé en maestro des commentaires. De la Serie A italienne au plateau télé en France, il a une façon unique de décrypter le jeu. Analyste aiguisé et raconteur d'histoires hors pair, il va te faire vivre le foot comme jamais. Tu as deviné sûrement de qui je parle, alors reste à l'écoute de No Ref No Game pour le découvrir. Allez, sans plus attendre, on accueille notre invité. T'es prêt ? C'est le début du game avec l'invité dans No Ref No Game. Et oui, accroche ta ceinture car aujourd'hui on accueille une légende du ballon rond, Olivier Dacour, ancien milieu de terrain qui n'avait pas peur de se salir les crampons. Olivier a brillé sur les terrains d'Europe, enfilant les maillots de clubs mythiques comme l'AS Roma, l'Inter Milan, mais surtout le plus beau des maillots, celui des Bleus. Mais Olivier, c'est bien plus qu'un guerrier du terrain, c'est aussi un magicien de la parole, retiré des pelouses mais pas du jeu. Il est devenu la voix qui décrypte avec un charisme fou les matchs sur les écrans de télévision. Toujours prêt à tacler les idées reçues, il apporte son regard aiguisé sur le monde du football. Alors, prépare-toi un voyage au cœur du foot avec un homme qui connaît le jeu comme sa poche. Du gazon au plateau télé, Olivier Dacour, c'est l'assurance d'une analyse sans filtre et d'anecdotes croustillantes. Accueillons-le comme il se doit. Bonjour Olivier. Bonjour cher associé, comment vas-tu ? Bonjour Jérémy. Ça va ? Tranquillement ? Très bien. Super. J'ai envie de te dire, c'est un vrai plaisir non dissimulé de te compter parmi nous pour ce nouvel épisode. Bon, j'ai vendu la mèche car disons-le, tu es un soutien inébranlable de Whistle depuis le tout début. Et aujourd'hui, un de nos investisseurs et associés, c'est une vraie fierté de te compter parmi nous. Je voulais le dire très haut et très fort. Merci en tout cas, plaisir partagé pour l'invitation et pour l'association. L'association, on est bon. Alors Olivier, on a un petit principe assez simple. Pendant les 20 prochaines minutes, nous allons plonger dans ton parcours, à la fois inspirant et unique. Et puis ensemble, nous explorerons non seulement les défis et les subtilités du rôle de l'arbitre dans le football, mais aussi son impact au-delà des terrains. Toi qui nous écoutes, prépare-toi à une discussion ultra captivante. Ah et oui, Olivier, j'allais complètement oublier parce que on veut tout connaître des secrets de la réussite de nos invités. Alors, si tu veux bien, tu nous donneras tes meilleurs tips pour s'engager dans l'arbitrage. Ok. No Ref No Game, un podcast Whistle. Allez Olivier, j'ai tellement envie de te poser cette première question que qui me taraude un peu, j'ai envie de la poser. En tant qu'ex-joueur international, comment as-tu vécu l'arbitrage sur le terrain ? Oula, ça réfléchit. Non, j'ai pas eu de problème. Sur mes 19 années de professionnalisme, il n'y a qu'une saison où ça a été plus compliqué avec l'arbitrage. Ah ouais ? C'était ma première saison en Angleterre. En Angleterre ? Ouais. Parce que t'as senti une différence Ouais, j'ai senti qu'à chaque fois que je faisais faute, c'était carton jaune. Ouais, il se posait pas de questions. Bim. Tout de suite, il y avait pas de... Il me disait pas, attention, au prochain tacle ou aux prochaines fautes, carton, il me le mettait tout de suite, en fait. Et après, je crois qu'on se fait une réputation. Ouais. Et je pense que j'avais une réputation, mais ça a été juste une saison. Je crois que cette saison-là, j'ai pris une vingtaine de cartons, une dizaine. Wow. Chaque fois que je faisais faute. Et après, j'étais suspendu, donc c'était un peu c'était compliqué. J'avais vécu cette saison très difficilement. Ok. J'ai eu envie de partir. Ah oui. Ouais. En fait, l'arbitrage a été même un point de... Ah ouais, j'en pouvais plus. Ah, comme quoi ça impacte véritablement finalement même les performances d'un joueur peut-être ? Ouais, parce qu'à chaque fois que je faisais à peine faute, il me sortait de carton. Ouais, tu savais déjà la finalité. Ouais, je crois que c'est la saison où j'ai, dans toute ma carrière, c'est la saison 98-99 que j'ai eu le plus de cartons jaunes. Oh. Et paradoxalement, au jeu qui était le mien, ouais, j'ai pris très peu de cartons rouges. Parce que, rappelons-le, t'étais milieu, du coup. Milieu défensif, ouais. Milieu défensif. Et donc, ça y va, fort. Pour la comparaison, ouais. Patrick Vieira, au même poste, 17 cartons rouges. Ah ouais. J'en ai 3. Ah ouais, Zidane, 14. Ah, donc finalement, t'es
Je pense- Moi, j'aimais bien parler aux arbitres, ouais. Ah, j'allais y venir. Ouais, Ouais, la je- communication, c'est un truc. Toujours. Toujours. Ouais, même quand il se trompait, je lui disais, ouais, c'est pas grave. Et en Italie, j'ai pris très, 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 très peu de cartons jaunes par rapport à ce que je faisais. Ou même de cartons rouges par rapport à... Parfois, j'ai abusé un petit peu, mais... et souvent, je passais dans les mailles du filet, en fait. D'accord. Mais la communication avec l'arbitre, finalement, c'était quelque chose pour toi d'important d'instaurer un dialogue ou... Bah oui, celui que j'aimais beaucoup, c'était Colina. Ouais, Pierluigi Collina. Oh là là. Ouais, Colina, j'aimais bien parce que c'est le seul maillot d'arbitre que j'ai gardé. Ah ouais. Ouais, je lui avais demandé son... Ah, j'aime beaucoup Ouais, l'anecdote. ouais, je voulais... Si tu veux, je te l'offrirai. Bah non, j'irai pas jusque-là, mais... Mais c'est le seul maillot que j'ai gardé. Waouh. C'est la seule fois où j'ai demandé à un arbitre, on peut échanger à la fin du match le maillot. Lui, il était ravi, il était comme un fou en fait. Et en plus, la demande, Bah ouais. il était surpris, il était même assez honoré. Ah bah, j'avoue que on me l'a pas fait moi sur un terrain de basket encore, mais j'avoue que j'aurais été un peu surpris. Ouais, mais parce que je trouvais que déjà qu'il était très bon. Ouais. Et en plus, il y avait le dialogue, il était souriant. Puis il avait une tête un peu. Ouais. C'était un personnage charismatique. Quand il faisait ses gros yeux comme ça, Les gros yeux comme ça, il arrivait. on savait qu'il fallait pas trop bouger Ouais, on bougeait pas trop en même temps. Hein. dès que c'était lui. Mais tu t'adaptais finalement aussi peut-être à l'arbitre qui y avait sur le terrain. C'était un point dans ta préparation de match, toi en tant que joueur ou pas du tout. Tu disais ce soir c'est Pierluigi, donc let's go c'est Colina. Non, ou... parce que je parlais jamais avec l'arbitre. Jamais. Jamais. Et tu prenais pas ça, c'était pas paramètre. Non, parce que une fois qu'il a sifflé, il va pas revenir sur sa décision, donc C'est clair. ça sert à rien. Et en règle générale, vaut mieux l'avoir dans ta poche l'arbitre, être sympa avec lui parce que tu sais que derrière, tu peux faire une faute et il va voir que c'est toi, il va être plus clément, il va être plus indulgent. Ouais, tu rentres dans un espèce de process psycho presque psychologique de la relation. Ouais, parce que en plus. Parce que déjà, il est tout seul. Il peut faire, si nous on fait des erreurs, il peut faire une erreur. C'est clair. Et j'ai toujours eu beaucoup de recul par rapport à ça. Ah, c'est assez intéressant ça, du coup. Ah, j'aime beaucoup. C'est une belle anecdote. Pierluigi Collina, quoi. Ah, c'est une légende. Hein. Ah, ouais, je t'enverrai la photo de son maillot, tu pourras. Au moins, je mettrai ça sur mon bureau alors. Ok. Et allez, un petit souvenir comme ça marquant. Alors, il y a Pierluigi Collina, mais t'as un souvenir. Un petit souvenir qui te revient comme Wurtz. ça. Ah ouais? Ouais. Il se mettait à genoux, il était incroyable. Ah ouais? Ça te parle pas? Mais pas du tout, là, tu vois, je suis en train de chercher, Wurtz? Non. Bah, comme ça, tu vois, non. Là, tu me prends au dépourvu, tu vois. Ah, Wurtz, c'est dans les années 80, 90. Ouais, tu vois, moi, je suis en 94. Ouais, et en fait, c'est le premier qui a mis un peu. Il se mettait à genoux, il disait. Mais non. Non, il était incroyable. Ah ouais. C'était une comédie, c'était un comédien. Ah, incroyable. Et j'irai voir, tu vois, parce que j'avoue que comme ça me disait rien. Robert du tout. Wurtz. Ok. Et lui, il t'a marqué, quand même. Ouais, lui m'a marqué parce que déjà, il était super cool. Ouais. Il était sympa. Il était sympa et tu voyais l'arbitrage différemment quand même. Parce qu'il avait peut-être un passé de joueur, non? Même pas? Pas du tout. Pas du tout? Et je ne sais pas, hein, mais je crois qu'il était même alsacien de mémoire. Vu le nom, je voudrais pas faire de clichés, mais ouais, je pense qu'on est plutôt dans l'Est. Ouais, mais humainement, belle personne. Belle personne. Ouais. Et ça compte, on est bien d'accord. J'aime beaucoup ces petites anecdotes. Et tiens, toi qui, du coup, on parle des années les 80-90, et puis maintenant tu vois ce qui se passe dans le foot, tu commentes, tu analyses. Ça a bien évolué, hein. Eh ben c'était un peu la question, ouais. Comment tu vois cette évolution, presque même des règles depuis le début de ta carrière? J'ai vu, moi, quand j'ai commencé en première division, c'était du football. Ah. C'était un sport de contact. Allez, moi j'aime bien, là je veux le Olivier qui soit pas consensuel. Alors pour toi les règles elles ont évolué dans le sens où aujourd'hui on est sur un truc un peu plan football. Ouais, en même temps on protège les artistes. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'à l'époque de Platini, Maradona, de Ronaldo, ils prenaient des coups vraiment. Des vrais coups. Ah ouais, des vrais coups. Hein. Les tacles, c'est pas ce qu'on voit maintenant. Aujourd'hui, à la VAR, tu peux revenir sur un tacle. Si le pied il est un petit peu levé, tu peux revenir sur toutes les décisions quelque part de l'arbitre. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça à l'époque. C'était du vrai jeu, quoi. Allez, on y va. Eric Dimeco, de mémoire, c'était pas un tendre. Hein. Effectivement. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a plein de joueurs. Il y a plein de joueurs qui... Je sais pas s'ils auraient eu les mêmes carrières s'ils avaient joué... Ils avaient du talent, mais mettaient des...
Ah, si tu les transposais finalement des années 80, non. Aujourd'hui, pas le même. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, t'es à peine à 1 mètre, l'arbitre, il a déjà sifflé. Et toi, du coup, ça c'est un petit écueil pour toi dans la manière dont le foot peut-être a évolué en termes de spectacle peut-être aussi. Est-ce que la règle, les lois du jeu sont... Mais non, parce que c'est encore pire, parce que je trouve que parfois, tu vois les joueurs, on les a à peine touchés, ils restent par terre pendant 2 minutes. Ouais, on voit ces images. Et ça me rend fou. Trop souvent même. Alors que il y a peut-être faute, mais en fait, ces joueurs, ils auraient pas pu jouer dans les années 80-90. Ouais, parce que sinon, c'est impossible. Ils auraient été vraiment par terre pendant 20 minutes. Quoi. Ah non, ils auraient été par terre toute la rencontre. Ah ouais, non, ok. Et sur un changement, si on devait cibler un changement particulier qui t'a marqué en termes de loi du jeu, tu verrais lequel comme ça, spontanément? La VAR, elle est intéressante. Ouais. Parce que je suis pour la VAR et en même temps, parfois, elle m'enrage. C'est pas la VAR, c'est ceux qui sont dans le camion. Ouais. Parce que en plus, ils ont la vidéo et ils font quand même des conneries. Alors, l'erreur est humaine. Mais ce que je veux dire, c'est que même si t'as l'image, que l'arbitre qui puisse faire une erreur, je le conçois, il y a pas de souci. Mais il a des assistants qui sont dans un bus pour essayer de rectifier son erreur. Avec des ralentis et tout. Ouais. Mais c'est pire, parce que parfois ils l'induisent même en erreur. L'arbitre qui a pas fait une erreur, il le rappelle dans son oreillette pour lui dire qu'il y a eu ça. Alors que non. C'est vrai, on a des cas effectivement qui en viennent, ouais. Ah, et pour toi, ça tue le jeu, quoi. Ouais, ça tue le jeu. Ou le hors-jeu où tu vois que c'est un ongle. Ouais. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ouais. Non. On n'est pas dans le bon sens finalement. Moi et pour moi, le football, c'est aussi avec cette espèce d'injustice que tu peux avoir. Ouais. Où tu vois je sais pas, c'était le but de Angleterre. Je sais plus si c'est Angleterre-Allemagne, la frappe de Lampard, il y a but, et finalement ils le comptent pas, ils sont éliminés ou un truc dans le genre. Ça fait partie c'est le football, avec cette espèce d'injustice. Quand tu la vis, c'est injuste. Ouais. Et des émotions où quand il n'y a pas but, on te dit qu'il y a but. Je trouve que ça fait partie de cette magie finalement. C'est la magie, la main de Vata à Marseille. Tout le monde s'en rappelle. C'est vrai. Tout le monde se rappelle de ça. C'est vrai. S'il n'avait pas eu sa main, on ne sait pas, mais tout le monde, ça parle à tout le monde, la main de Vata. Ça avait été une erreur manifeste de l'arbitrage. Il y en a plein comme ça, hein. Et il y en a beaucoup des mains. Ouais. La main, mais c'est simple. L'action la plus litigieuse de l'histoire du football, c'est la main de Dieu. C'est Maradona en 86. J'en étais sûr que tu allais m'en parler. Tout le monde se rappelle de ce but de la main. Il avait dit, mais j'ai trouvé sa formule, c'est la main de Dieu. C'est-à-dire que lui, dans le même match, il va te mettre le but le plus polémique de l'histoire du football. On en parle encore, ouais. Et en même temps, il va te mettre le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde, pour moi, quand il dribble 5-6 joueurs dans le même match. Ouais, donc finalement, tu as cette espèce de parallèle. Ouais, c'est un parallèle. Et au même titre, tu vois, je te fais un autre parallèle. Ouais. Tu prends Zidane lors d'une finale de Coupe du Monde. Personne n'a jamais réalisé une panenka en finale de Coupe du Monde. Il fait la panenka. Alors vas-y, parce que là, on a des auditeurs qui viennent un peu de tous les sports. Alors c'est quoi? La panenka, c'est un petit piqué. D'accord. Mais personne ne le fait. Parce que si le gardien, il bouge pas, il peut l'arrêter comme ça. Il peut l'arrêter. Ouais. Non, il bouge pas, il l'arrête. Okay. Même s'il bouge pas, la panenka, il arrête. Tranquille. Et Zidane, il va te faire une panenka. Et qui rentre. But. Donc dans l'histoire, moi je me rappelle, je suis au match et je me dis mais c'est un fou. Et en même temps, il va mettre un coup de tête, le genre de la finale. C'est un petit peu pareil. C'est la même chose. Ouais, c'est-à-dire que dans l'histoire de la coupe, c'est jamais arrivé. Et ces joueurs-là, dans le génie, il faut de la folie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, à un moment, il y a un truc, ils ont quelque chose qui fait que c'est plus eux. Ça passe de l'autre côté. Tu vois, ça switch. C'est deux personnages. Zidane 1, Zidane 2. C'est ça. Maradona 1, Maradona 2. Ah, j'aime beaucoup. Ok, ça c'est vraiment, ça t'a marqué. Ça m'a marqué, ouais. Intéressant, vraiment intéressant. D'ailleurs, tiens, tu parlais de te
de tout à l'heure finalement de ta relation avec les arbitres pendant les matchs, tout ça, et j'aurais bien voulu avoir toi aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup, dès qu'il y a une prise de décision un peu litigieuse, plein de joueurs se rassembler autour de l'arbitre, tout ça. Quel conseil tu donnerais aux joueurs d'aujourd'hui pour finalement gérer ces dynamiques-là finalement avec l'arbitre? C'est simple, le conseil que je dirais, c'est le conseil que je donne à mon fils. Ouais. Mon fils, il est professionnel à la Sampdoria Gênes. Mhm. Et je lui dis, dès que tu vois un attroupement, tu sors. Ça sert à rien. Tu vas prendre un carton jaune, tu vas prendre peut-être limite un carton rouge pour faire semblant de te bagarrer, montrer que ouais, j'ai de la personnalité, regardez, et ça sert à rien. L'arbitre, il a sifflé, bah, s'il a mis carton rouge, ça y est, c'est terminé. Ça sert à rien. Mais on respecte, on passe à autre chose. On passe, tu t'écartes. Dès que tu vois qu'il y a un attroupement, tu t'enlèves de la mêlée, tu te mets de côté. Direct. Direct. Et c'est vrai que ces images-là, elles impactent aussi le football amateur quelque part. Parce qu'on voit encore ces comportements-là. Bah, c'est pire. Ouais, même pire. C'est pire parce qu'il n'y a pas autant de caméras. Ouais. Et l'arbitre, il n'est pas protégé. Je suis d'accord. C'est assez dommage. Alors, c'est vrai que je voulais avoir ce petit conseil. Donc, on ne rentre pas là-dedans. Et dès puis, qu'il y a des échauffourés, on sort. Ouais, sort de là. Et surtout, on respecte cet arbitre. Je le dis alors que j'aimais bien ça. Ouais, mais c'est l'expérience. Ça. Ouais, mais c'est ça. C'est dire que de toute façon, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Mais pour le coup, j'ai jamais eu de carton jaune ou carton rouge quand il y avait des regroupements, Parce que des attroupements. Tu le faisais avec intelligence? Non, pas du tout, parce que pas. la première chose que je faisais, je les attrapais, je leur disais, vas-y, sors de là, ça sert à rien. Ben oui, on est bien d'accord. Ça sert à rien, voilà. Ok, petit conseil qu'on prend, surtout si il a été donné au fiston. Ah ouais, c'est ce que je dis à mon fils. Quand je les vois là, ils commencent à s'insurger, ils commencent à s'insulter et tout. Non, on passe à autre chose. On est d'accord. On est d'accord. Concentre-toi sur le jeu. C'est le plus important, non? N'est-ce pas? Tiens, et maintenant on va passer sur un peu une thématique plus performance. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un truc aujourd'hui où les athlètes s'entourent de plus en plus de coachs, d'intervenants. Ils sont bien préparés, ouais. Ils sont bien préparés pour performer. Et je voulais savoir, c'est quand tu étais joueur, est-ce que tu t'étais intéressé finalement aux lois du jeu, du football, pour essayer d'obtenir un avantage concurrentiel sur tes adversaires, essayer de comprendre quelle était la limite finalement de telle ou telle loi qui pouvait être un levier de performance, non? Pas du tout. Ah ouais. Mais une chose est sûre, c'est que j'étais... c'est pas bien ce que je vais dire. Allez. Moi, j'utilisais vraiment la psychologie. Je pouvais me mettre à côté de toi, regarder ton maillot et te demander, même si tu avais 200 matchs, te dire c'est ton premier match. C'est dur. C'est horrible. C'est pas beau. Ouais, c'est horrible parce que tout de suite, le mec, quand c'est un grand joueur, tu lui dis ça, il sort de son match. La fierté qui commence à prendre, ouais, tu rentres dans sa tête. Ouais, bah moi, je suis un spécialiste. Ah, t'es un spécialiste de ça. Ouais, je rentre dans la tête de mes adversaires. Ah, on en connaît en tant qu'arbitre, des coachs ou même des joueurs qui essayent de rentrer dans la tête de l'arbitre quand il y a des petites failles. Moi, je rentrais, sur les joueurs. Tu joues là-dessus. Tout le temps. Bah, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Ouais, bah oui, évident. Et c'est de la stratégie, c'est comme les échecs en fait. Tu joues là-dessus. Ouais, toujours. Pas beau, mais ça fonctionnait, je suppose. Pas beau, mais efficace. Ah, mais oui, c'est ça. À la fin, c'est bien. Je suis pas Coubertin, moi. Le résultat. Uniquement le résultat. Je vais gagner. Bah ça, c'est évident, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec ce football qui évolue, les lois du jeu qui évoluent, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un besoin que les joueurs connaissent vraiment ces règles, ces lois du jeu? Est-ce que c'est pas important voilà. Peut-être au foot, pas forcément important. Moi, je pose la question. Moi, j'ai vu que dans les centres de formation, ils faisaient venir des arbitres pour parler du jeu un petit peu, pour leur expliquer les règles. Je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. C'est très bien, ça. Après, ça évolue tellement. Le football évolue. Les règles aussi. On étudie pour que ça soit toujours plus attractif. Donc, mais moi, je suis un old school, moi. Je suis de la vieille époque. J'aime bien qu'il y ait l'erreur quand même. L'erreur fait partie du jeu. Ouais, c'est ce que tu disais avec la VAR finalement. Ouais, ça fait partie du jeu. C'est alors quand c'est à nos dépens, c'est problématique. Ouais, quand c'est un avantage. Quand c'est un avantage aussi, on en parle. Et c'est des histoires qu'on peut raconter.
On s'est fait voler ce match, tu peux pas imaginer. Et un sentiment le plus important, c'est d'avoir des émotions. Ouais, c'est le sport. Hein. Ouais, c'est ressentir des émotions. Et je trouve que l'un comme l'autre, tu vis en fait. C'est-à-dire que tu le vis. T'es dedans, t'es à fond. Ouais, t'es à fond, t'es dedans. Et puis finalement, c'est ce qui génère pour la suite. On s'est fait voler, mais bon, j'aime pas trop ce terme parce que l'arbitre, c'est pas toujours celui qui fait perdre les matchs, mais parfois il y contribue quand même. Il apporte sa pierre à l'édifice. Et il peut. Alors, il y a 0-0 et il te siffle un penalty à la 93e, tu peux lui dire merci. Bon, ok, allez, je l'avoue, c'est vrai qu'il y a quand même certains matchs où on y contribue et c'est pas bien. J'ai vu récemment dans le basket, il me semble, je crois que c'est un arbitre, pareil, je crois qu'il y a 1 point de moins. Ouais. Et le joueur, on voit qu'il tire le panier, je crois que c'était en National 3. Il était joueur et arbitre. Et en fait, il avait eu une altercation avec une équipe en tant que joueur. D'accord. Et après, il les a arbitrés quelques semaines plus tard. Oh, c'est moche. Et en fait, je crois que il y a eu vengeance. Ouais. Il y a 50, je sais plus le score, 51-52. Et tu vois bien que la personne lance le panier. Ok. On voit que ça rentre, il siffle. Il dit que le panier n'est pas bon. Aïe. Bagarre générale. Oh. Bagarre dans le basket. C'était dans le basket, ouais. Ouais, au basket, on a des bagarres générales. Hein. Non, mais là, c'était milieu amateur. C'est chaud, quand même. Ouais, c'était un peu... pas beau. Et après, c'est pour ça qu'ils expliquaient en fait que le mec était... c'était un joueur de National 2. D'accord. Et qu'il avait rencontré cette équipe et que ça s'était pas bien passé. Et en fait, il avait pris sa revanche. Il était arbitre. Ça devait... Normalement, c'était pas censé se passer, ça. Je pense, ouais. Du coup, ouais. Ouais, là, il y a des petits loupés sur les désignations. Ou sur les désignations, mais ça arrive. Ça peut arriver. Mais c'est vrai que, et on le dit avec toute humilité, c'est vrai que des fois, on se trompe sur les money time, on prend des décisions qui font que finalement, ça inverse le score, ça inverse la tendance d'un match même. Et c'est vrai qu'on y contribue. Hein, mais je trouve que l'arbitre, à un moment, c'est un être humain. Oui. S'il y a quelqu'un qui arrive, qui lui casse la tête en permanence, à un moment, quand il aura l'opportunité de le sanctionner, il va le faire. À l'inverse, s'il y en a un qui est plus sympathique, même quand il se trompe, il lui dit ouais, c'est pas grave, c'est rien, il sera plus indulgent. C'est humainement. Ouais, c'est la psychologie même. C'est la psychologie. Ouais, on n'y fait même pas gaffe finalement. T'es sur le terrain, c'est comme ça, et c'est vrai. C'est comme ça, et après, bravo, une fois que c'est terminé, même si l'arbitre, il n'avait pas été exceptionnel, il fait partie du jeu. Complètement, c'est bien de le rappeler. Ouais, c'est un acteur central aussi. Bah oui, il fait partie du jeu. Après, il y a ceux qui veulent exister. Et il y en a qui veulent être protagonistes. On en connaît. Oui. On ne citera pas de nom. Non, mais il est là normalement. Un super arbitre. Tu fais même pas attention à lui. C'est vrai, on en parlait sur le premier épisode avec Eddie Viator, ancien arbitre international et directeur national de l'arbitrage à la Fédération française de basket. Et je lui avais dit, en fait, un excellent arbitre, finalement, on le voit pas. On le voit pas. Et il me disait, oui, mais non. Finalement, un bon arbitre, tu le vois quand même aussi, parce que il a géré son game de A à Z, et tu ressors de là satisfait. Non, il est toujours près des actions. Ouais. Il est toujours près des actions. Ouais, finalement, toi, tu le vois, tu le ressens en tant que joueur parce que tu sens la présence du gars. Non, il est toujours à côté, il est pas trop loin. Ouais. Donc, quand il prend la décision, il prend des décisions qui sont bonnes. Confiance. En règle générale. Normalement. Ouais. Alors que celui il est toujours en retard. Il est en retard sur tout. Il est en retard sur tout. Faut travailler le cardio. C'est ça. Et après, il y a ceux qui pensent qu'ils sont. C'est les arbitres qui pensent qu'ils sont plus importants que les joueurs. Ça arrive aussi. Ça existe et c'est pas très bon. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il faut le dire, les joueurs ont leur ego, mais les arbitres aussi, parce que pour être arbitre, il faut avoir un ego quand même. Enfin, en tout cas, il faut. Voilà. Et souvent, la balance est pas bonne. Ouais, parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'Inter de Milan et je me suis fait les croisés, quand je revenais, Mancini. Ouais. Moi, j'arbitrais. Ah ouais? Ouais, pour ma condition physique et tout, j'arbitrais quand il faisait les oppositions et tout. Mais non. Ouais. Ah, mais on veut savoir ça. Ouais, je prenais comme ça, en fait, je courais, ça me permettait de courir comme les joueurs.
Ah ok, tu faisais les Je faisais- diagonales sur Non, le terrain. je participais en fait. En plus, mais tu Je guidais un peu le scrimmage, quoi. Ouais, je participais. Le mec, quand il. Et comme le fait que j'avais un caractère assez important, hein, Ouais. donc juste, moi, il savait que j'étais comme un arbitre, moi. Je suis sans pitié. Bim, C'est-à-dire, décision est prise, elle est prise. Décision, elle est prise comme ça, juste pour les habituer, en fait, À la dureté de à la dureté de certains- l'arbitrage et tout. Donc, il me disait, fais l'arbitre. Ah, intéressant. Ou même, parfois, il nous disait, bon, il n'y a plus d'arbitre. Les décisions, vous les prenez. Quand on faisait Wow. des oppositions, il n'y avait pas d'arbitre. Ça devait être un peu le bordel, non? Non. Ah non? Non, Ah non, ouais? non. Il y a des trucs. Le problème, c'est que si à partir du moment où tu sifflais pas ça, il y avait faute, t'arrêtais pas le ballon, bah tu savais que le derrière, Ouais, ça filait. Donc du coup, il y avait l'intelligence collective qui se met en place. Mais Un peu. t'es obligé en fait. T'as affaire à des adultes. Oui, des professionnels en plus. On est professionnels et on est censé être des adultes. Donc. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable ça. Hmm. Olivier Dacour a pris le sifflet. Big news. J'adore. Ouais, j'étais arbitre. C'était la saison 2007, 2008, ouais. Comme j'ai eu les croisés vers le mois de... Je commençais à revenir, etc. Et je voulais participer absolument. Il m'a dit, tu veux participer? Fais l'arbitre. Mais c'est malin, moi je trouve ça génial en fait finalement. C'est-à-dire, c'est un peu comme tu fais les entraînements et puis tu demandes sur les compétitions, sur les entraînements amateurs finalement, t'as des 3 contre 3, des 4 contre 5, des 5 contre 5. Mais ceux qui sont sur le côté. mais même à côté de ça, mes enfants, pendant... à l'époque, ils jouaient à la Nicolaïde de Chaillot. Ouais. Et souvent, en fait, c'était quand il y avait les plateaux. Tu vois, les plateaux, tu sais ce que c'est, les plateaux? Non. Ouais, je vois, c'est C'est sur les petites. C'est la moitié des terrains et tout. Ouais. C'est quand il y avait les rencontres. Mais t'as plein d'équipes qui arrivent Il y et a puis plein finalement, ouais, Moi, c'est une matinée. Ouais, j'arbitrais, moi. Ah ouais. Ouais, j'arbitrais des enfants. J'aimais bien arbitrer des enfants. Et ça t'apportait quoi finalement, toi, dans je sais pas, dans ta peut-être connaissance du jeu ou j'en sais rien. Est-ce que ça Moi t'a apporté un truc, ouais? Non, mais en tout cas, ça apportait aux enfants. Ouais. De juste les guider finalement, leur donner Les le cadre. guider, la transmission et surtout, après, on discute pas les décisions de l'arbitre. Ça manque ça dans le foot, on dirait un peu, non? Versus Ouais. un rugby par Moi, exemple. par exemple, ouais, le rugby, c'est bien. Ouais. Le rugby, personne vient discuter avec l'arbitre. Non, sinon, Personne. sinon tu te prends le petit 20 mètres qui va. Non, venir. c'est pas possible en fait. L'arbitre, il a pris sa décision, ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. Et ça manque un peu, tu penses, dans. Ouais, certains joueurs, ouais. Ouais. Ouais, certains. Alors qu'ils sont des exemples pourtant pour tous ces jeunes qui sont dans le niveau amateur. Est-ce que. Oui, mais après, Ce rôle modèle aussi. pourquoi on voudrait toujours que le sportif soit un modèle? Voilà, j'aime bien. Pour quelle raison? Je sais Est-ce pas, que, je te pose la question. est-ce que nos politiques sont des modèles? Alors, j'irai pas sur ce plan-là, mais effectivement, écoute, oui. Parce oui. qu'on toujours, on voudrait, dès qu'il se passe quelque C'est chose, vrai. on voudrait entendre les sportifs. Mm. Pour tout. On voudrait les entendre pour tout. C'est vrai. Quand ils parlent pas, c'est un problème. Quand ils s'expriment, c'est un problème. Ouais, je te rejoins. Toujours, dès que c'est un footeux, on raconte tout et n'importe quoi. C'est tellement vrai, je suis tellement d'accord avec toi. Je me fais le syndicaliste des footballeurs. Je pense que c'est bien, au moins s'ils nous écoutent, ils auront quelques éléments pour se défendre. Mais c'est vrai, on les prend toujours comme rôle modèle. Mais à l'inverse, l'arbitre, lui, pour le coup, il a un rôle modèle important en tant que, on va dire, conducteur du jeu, tout ça. Est-ce que c'est pas quelque chose à remettre un peu comme au rugby, où finalement l'arbitre, il a une place très importante? Alors c'est beaucoup inculqué dès le... Mais de toute façon, l'arbitre, la place de l'arbitre, elle est importante. Ouais. Bah, s'il y a... Mais on sent qu'il y a quand même dans le foot pas mal de comportements qui... Je prends un exemple. Ouais. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Ah bah ça, c'est le titre de notre podcast, No Ref No Game. On est d'accord. Ouais. Je savais pas, tu vois. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Donc déjà, de là. Et l'arbitre, il a son rôle à jouer, il a son rôle à jouer. Et les joueurs sont là. Ils sont là pour jouer. L'arbitre, il est là pour arbitrer. Point. Ouais. Chacun fait son métier. Son job, ouais. Mais je trouve que par exemple, les anciens sportifs, les footballeurs, les 2-3 arbitres qui ont joué au foot, sont très bons. En termes de sentir le jeu. Sentir le jeu, c'est important ça. Ouais, sur le... Si la faute, elle est intentionnelle ou si c'est...
il n'a pas fait exprès. Ok. Il arrive à juger. Ce feeling, cette Ce connaissance. feeling. Ouais. Et moi, j'aimerais, en tout cas, pouvoir voir des anciens joueurs, pourquoi pas, aller dans le bus de la VAR et aider justement les arbitres. Ah, tirer jusque-là finalement, d'avoir un... Je ne dis pas 3 joueurs, Oui, mais ouais. un joueur. qui serait un consultant, quoi. C'est un consultant. Non, un consultant, pas consultant, mais Oui, non mais... un ancien joueur qui est en difficulté ou... Ok. La grande famille du football, on dit toujours que c'est les présidents, les dirigeants, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, l'arbitre, les supporters. La grande famille du football, c'est ça. Mhm. Et prendre un ancien, le mettre dans un bus de la VAR, là, dans un camion c'est quoi, c'est le bus de la VAR, non? Ouais, c'est ça, ouais. Dans le but, justement, lui, avec sa sensibilité, bah, lui verrait des choses, c'est sûr que lui verrait des choses, souvent que l'arbitre ne voit pas. Ah mais ça, je suis à peu près convaincu. Tu vois, je pense que... Mais l'association, Elle est formidable. ben ouais, parce qu'eux, ils sont complémentaires. Ouais, complètement. Ah, ça, enfin, chez Whistle, tu le sais, hein, mais on milite là-dessus aussi. Et ça me fait penser, là, on va avoir un bel invité qui est un ancien judoka international, médaillé, qui est maintenant le meilleur arbitre européen de judo. Et Mathieu Bataille. Et tu penses que c'est un hasard? Je suis pas convaincu que ça soit un hasard, ouais. Moi, je pense qu'effectivement, quand t'es joueur, mais il y en a, hein, il y a des arbitres en Ligue 2, en Ligue 1, d'ailleurs, qui ont fait cette reconversion, finalement, d'arbitre, enfin, de joueurs de haut niveau et maintenant arbitre de haut niveau. On en a aussi au basket. Et c'est vrai qu'ils ont une sensibilité qui est différente de la nôtre, des autres arbitres, parce que ils ont joué, ils ont été dans la mêlée, quoi. Ils ont été. Ils étaient dedans. C'est ça. Ils savent. Non, oui, c'est vrai. Tu sens la différence. Mais la sensibilité, le petit truc où il verra pas, et nous, on le voit, en fait. On voit, et parfois, on voit qu'il n'y a pas faute. Ouais, et l'arbitre, il va siffler faute. Et là, tu restes, tu te dis, mais tu non, vois pas qu'il a. Mais oui, tu t'es fait. Tu vois pas qu'il met son. C'est lui qui vient chercher le pied. Et l'arbitre, il siffle penalty alors que tu sais qu'il n'y a pas faute. Non, mais c'est intéressant même dans la formation de l'arbitre demain. On doit plus aller vers finalement le technicien qui est le coach et plus être en relation finalement avec les joueurs et les coachs pour avoir tous ce même référentiel. Mais de toute façon, pour que ça marche, il faut être. On est dans le partage. Ouais, je suis d'accord. Ouais. À un moment, on a besoin des joueurs, on a besoin des arbitres. Et en fait, ensemble, la complémentarité fera que ça soit pour les uns ou pour les autres, ça sera de toute façon plus positif. Ah mais ça, je te rejoins complètement. Je pense que même, nous on milite là-dessus chez Whistle, je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour progresser. Donc carrément, mais ça me fait dire aussi, parce que tu as quand même des idées bien arrêtées en tout cas, ça me fait penser en tant que consultant, analyste, on te voit sur les plateaux télé, tu viens parfois commenter des décisions arbitrales, en tout cas tu essayes de donner des éléments peut-être de réflexion pour vulgariser un peu au public, à ces téléspectateurs. Moi en revanche, souvent, ouais. moi s'il n'y a pas penalty, en plateau, moi je dis qu'il n'y a pas penalty. D'accord. Et je dis que l'arbitre s'est trompé. Ok. J'hésite pas à le dire, même si tout le monde pense le contraire. Mais si je trouve que y a des décisions qui sont prises, on prend le PSG à domicile, on va leur siffler des pénaltys. Ouais. Et certains clubs, des clubs mineurs par exemple, quand ils vont être à domicile, on va pas leur siffler. Parce que le poids de la grande équipe, le PSG, Barcelone, Real, toutes les semaines en Espagne, il y a des polémiques autour des matchs du Real et du Barça parce qu'on leur siffle des choses qu'on siffle pas. Et ça, tu l'analyses et c'est un problème. Pour avoir évolué dans un grand club, dans des grosses équipes, bah oui. On est un petit peu avantagé quand même sur les décisions arbitrales. Ouais. Tu penses que ça rentre finalement presque même parce mentalement que l'arbitre, s'il fait une erreur, il veut pas faire d'erreur sur une. Pourquoi ? Parce que ça va être assujetti à polémique. Surtout au foot, avec direct, médiatique. Ouais. Avec tout ce qu'il y a autour. Tout de suite, vaut mieux qu'il fasse pas d'erreur. S'il siffle il siffle pas un penalty pour une petite équipe, le lundi, mardi, tout le monde va pas crier haut et fort que il a pas sifflé un penalty. Il y a pas scandale. Alors que s'il siffle un penalty, s'il siffle pas pour PSG ou une grande équipe, Madrid, là le lundi, mardi, partout tout. Bah oui, c'est ce qui s'est passé. Rappelle-toi plutôt. La main je crois que c'était de Kimpembe contre Manchester United quand ils gagnent 1-0 là-bas, ils perdent 2-0 et de Rashford.
C'est pareil, tout le monde a parlé. Comment ça se fait qu'il a sifflé cette main, il n'y avait pas main. Exact. Sauf que ça, par exemple, on est en Ligue des Champions. Et Manchester, c'est un plus gros club que Paris. Bon, on n'est pas complotiste ici, mais effectivement, ça peut rentrer en ligne de compte. Souvent, ça arrive. Il y a des décisions qui favorisent toujours les grandes équipes. Ouais, parce qu'on veut aller dans la protection finalement peut-être du coup de certains gros joueurs ou non, pas du tout, majeurs, mais non, c'est comme ça, c'est inconsciemment, même l'arbitre pour qu'il siffle, faut qu'il y ait vraiment s'il y a une décision qui est litigieuse, il siffle pas, il prend pas le risque. Ouais, parce que les enjeux sont colossaux. Mais ça, c'est partout, dans tous les sports, effectivement. Et c'est aussi cette pression que l'arbitre a, finalement. Mais il a énormément de pression. Qui vient. Il y a un. Moi, je travaille pour Canal+, mais l'envers du sport. Ouais. Ça te parle ? L'envers du sport. L'envers du sport, en fait, ils ont fait un documentaire. Parce que comme je fais des documentaires, donc je regarde tout ce qui se passe. Et ils ont fait un doc sur Netflix sur l'arbitrage. Avec un arbitre dans le basketball. Qui est incroyable à voir. C'est celui qui était en NBA, effectivement. C'est Joey ça. Crawford. C'est ça. Exact. Et il est incroyable pour comprendre les enjeux. Ah non, je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement, je rejoins là-dessus. Ouais. Mais il y avait sur Canal+ aussi Tony Chaperon qui avait. Tony Chaperon a fait aussi le. Mais même pour avoir. C'est un bel exemple. Tony. C'est quelqu'un que. J'arrivais pas. Ouais, je pouvais pas en fait. C'était pas l'atome crochu. Non, j'arrivais pas en fait. Quand je le voyais et tout. Le personnage, tout ça. À la télé. Ouais. Quand je le voyais à la télé, arbitrer et tout, c'est pas quelqu'un que j'aimais voir. Ah ouais. Ouais, parce qu'il était dur, son visage et tout. C'est vrai, ouais. En le côtoyant à Canal+, j'ai changé ma perception. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est très étrange, ouais. Le mec, quand je le voyais, j'aimais pas. Non. J'aimais pas. J'arrivais pas. Et en plus, ce qu'il avait fait et tout, j'arrivais pas. J'ai eu beaucoup de mal. Et je l'ai rencontré et j'ai échangé avec lui. Donc, on a échangé sur plein de choses et tout. Et j'ai aimé le mec. Et c'est un bon mec. Ouais, nous on l'a rencontré, c'est un bon mec. Ouais, mais entre l'image... Qui dégage. Entre l'image qu'il peut dégager quand il était sur le terrain avec son sifflet, et tu l'enlèves, tu lui enlèves, tu vois, sa tenue d'arbitre, c'est pas un mot, c'est un bon mec. Mais j'avoue que j'avais à peu près, allez, je peux le dire parce que tu l'as dit avant moi, mais nous on l'a rencontré effectivement à Boulogne avant qu'il aille sur vos plateaux. Et c'est vrai qu'on était arrêtés sur cette image qu'on a tous vue. Et on s'est dit, mais what the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là ? Et du coup, moi j'enlève même ça parce qu'on est des hommes. Ah oui, non, mais complètement. Et en fait, on peut sur un truc, sur l'instant d'une seconde. Je suis tellement d'accord avec toi. Même quelqu'un, regarde, c'est un exemple. T'as souvent les voisins te disent mais on le reconnaît pas, on le connaissait, on a vécu là pendant toute notre vie, on était à côté de lui. Et en fait, l'espèce, ils avaient dit que en fait on peut tous commettre un meurtre parce que en l'espace de 5 secondes, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Ouais. On est tous capables. Regarde, même toi, quand t'es en voiture où il y a quelqu'un qui te fait... on ne me reconnaît plus. T'es méconnaissable ou il y a quelqu'un qui va agresser ton enfant, quelqu'un de ta famille, tout de suite, t'es prêt à tuer, t'es prêt à... Ouais, les fils se touchent plus à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc forcément, il a fait ça, c'est pas grave. Ah ouais, moi c'est très drôle parce qu'on en a discuté avec lui et c'est là où on s'est rendu compte que c'était un type comme toi et moi, quoi, finalement, simple. Et puis avec ses expériences. Mais son expérience et après, pour avoir mangé, moi j'ai dîné avec lui, j'ai été boire. En même temps, on n'a pas le même maillot, mais on est dans la même équipe. C'est clair, ouais. Et la même passion. C'est ça, exactement. Donc, une fois après une émission, on est allé manger et tout. Parce que je voulais connaître parce que le mec m'était antipathique. J'arrivais pas. Et je voulais découvrir et tout, si c'était moi qui étais un peu truc. Et ça a été une agréable surprise. Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Pour le coup, ouais, Je aussi. sais pas s'il nous écoute, Tony. Ah bah écoute, on lui enverra le podcast pour qu'il découvre ça. Mais effectivement, c'était une belle rencontre aussi pour nous. Et j'avoue que c'est aussi des histoires d'hommes quelque part derrière cette façade, ce rôle. Mais qu'ils avant prennent. d'être un joueur de foot, t'es un homme. Et ouais, Et on a tous, on est sensible, on a nos émotions, on a nos qualités, nos défauts. Et il faut savoir accepter l'autre, en fait. ouais, puis quelque part, dès que tu mets ton maillot, même toi quand t'étais joueur, finalement, tu passes dans un. Ah, tu transformes. Ouais, hop, tu switches. Et c'est plus le même gars, quoi. Ah ouais. Il y en a qui se transforment. On est d'accord. Allez, on arrive à la fin de notre émission. Allez, 2 petites questions. Avec ton expérience, Olivier, selon toi, quelles sont les règles là en ce moment les plus mal comprises par les joueurs, voire même par les supporters? Est-ce que tu sens, quand tu vois des matchs, vraiment des règles qui posent problème dans la compréhension et qui finalement sont un frein à ce spectacle? Moi, je parle du foot, c'est ce que je connais, hein, mais Ouais. c'est le truc, la limite, le petit doigt, la petite. Hmm. Quand c'est aussi infime, c'est la loi du jeu. Le foot, faut laisser. Oui, il faut pas être dans la technique du mythe. Ouais. Il y a 0,1 cm ou parce que ça gâche tout en fait. Même les joies. Ouais. Le mec, il a mis un but exceptionnel, but. Après, on lui dit, Bah non. bah non, il y a pas but. Ou il a marqué, on lui dit tac, il attend. C'est compliqué quand même. Ouais, c'est assez intéressant que tu prennes. C'est moins spontané. D'ailleurs, la règle du hors-jeu va être modifiée. Enfin, en tout cas, il y a une envie de la modifier. C'était Arsène Wenger qui l'a. Bah, c'est pas un hasard qu'un mec très intelligent puisse dire aux gens de la FIFA qu'il faut changer certaines règles. Ça va dans le bon sens. Comment ? Ça va dans le bon sens. Bah, c'est bien c'est bien de s'entourer des personnes compétentes. Ouais. Et à l'image d'Arsène, c'est très 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 bien. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce hors-jeu, ces petites limites, ces petits trucs qui sont finalement vus que par l'arbitre. Ouais, C'est ça. Ça m'énerve. Ouais, c'est ce petit truc vu que par l'arbitre et finalement on en fait quoi, des 15 000 spectateurs, des millions de téléspectateurs. Il y a hors-jeu. Oui. Mais si on parle de là, on regarde, il a à peine 1 centimètre. Non. Ouais, quelque part tu réponds presque à ma deuxième question qui était celle de se dire mais comment imagines-tu le futur de l'arbitrage dans le foot? Finalement c'est ça, c'est de faire preuve de bon sens, de fluidifier. Mais bon sens. Ouais. Ok, il y a 1 mètre, on voit qu'il y a hors-jeu, ok. Mais si on est là, on commence à prendre le compas, on commence à faire tout ça, là ça devient problématique. Ouais, faut pas faire d'algèbre. Mais non, parce qu'avant, l'arbitre il se trompait aussi. C'est clair. Il s'est trompé sur parfois même avec la VAR, parfois on a l'impression qu'il se trompe. Donc la VAR elle est juste là pour accompagner l'arbitre. C'est un outil. C'est un outil. C'est de le laisser quand il y a vraiment erreur manifeste. Alors il se manifeste. Ouais. Il signale à l'arbitre, je pense que là, t'as loupé ça, il s'est passé ça. Ouais, il faut pas que ça soit finalement un outil sur lequel on va se reposer pour dire ah ok, je me dédouane de ma décision. Non, t'es là pour prendre des décisions, donc prends-les. Tu prends ta décision. Ouais. Si vraiment tu t'es trompé, Ok. on te fait un signe. Et là, on modifie On modifie modification. s'il y a un problème. Ok. Mais sinon, tu prends aucune décision, t'es là et t'attends que la VAR à chaque fois. Non. Et ça ferait partie des, entre guillemets, des changements, des innovations qu'il faudrait qu'on apporte en termes techniques, peut-être dans le foot. Toi, je sais pas, est-ce que tu aurais une innovation que t'attendrais sur le football, sur cette partie de l'arbitrage finalement du jeu? Ou est-ce que la VAR, c'est juste finalement de partir avec, puis de l'améliorer petit à petit? Pour moi, c'est ça. C'est juste minimiser les erreurs de l'arbitre. Ouais. Même s'il se trompe, si c'est pas une erreur manifeste, ok. Ouais. On continue à jouer. On continue à jouer. Ouais, parce que moi, j'aime ce côté où j'aime l'injustice. Tu gardes ça et tu te nourris de ça. Et ça fait des anecdotes. Ouais, je racontais hier, on me parlait de Calciopoli. Et je me souviens d'un match, je m'en rappelle encore. L'arbitre, il avait sifflé penalty, mais c'était 1 mètre en dehors de la surface. Ah merde. Il avait sifflé penalty. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis sur le terrain et je le vis. Tu vois, ce sentiment d'injustice, c'est ça. Les émotions qui remontent. C'est ça. Ah, c'est top, c'est incroyable ça. J'aime bien ces petites anecdotes aussi. Moi, j'aime bien. Bon, la fin de notre émission va se faire jour, mais on l'a dit tout à l'heure, t'es dans notre aventure. T'es vraiment avec nous depuis ce début, avant Refmate, maintenant Whistle, on a changé de nom. Pourquoi finalement tu t'es dit, tiens, une start-up qui traite des règles du jeu, de l'arbitrage, ça peut être intéressant, dans laquelle je puisse m'investir, toi, en tant qu'Olivier Dacour? Mais déjà, les hommes qui ont mis en place... Encore une fois, c'est une histoire d'homme. C'est toujours une histoire d'homme. Ce qui est important, c'est les hommes qui sont à la tête du projet. Et je vais te rendre hommage, t'es quelqu'un qui est brillantissime.
Et t'es un mec intelligent, brillantissime, intelligent et une belle personne. Donc t'accompagner, c'était une évidence. Ok, donc c'est vraiment ce collectif, encore. Ben, moi, je suis milieu de terrain, donc j'ai toujours C'est toi qui distribue. Ouais, travailler pour les autres. Et nous, on est des hommes de l'ombre. Hein. Ouais. Souvent, les milieux défensifs, c'est un rôle obscur. Mais on est là. Mais important. On fait pas de bruit. Et même en termes de transmission, on a un devoir. C'est d'accompagner quand on voit des jeunes qui ont du talent, qui ont de la compétence. On se doit de les soutenir. Donc c'est pour ça que je t'ai suivi dans ta grande aventure. Eh bien, merci d'être à nos côtés, surtout à mes côtés. À tes côtés, avec les autres aussi. Exactement, parce que c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une aventure collective et j'avoue être tombé assez sous le charme de Olivier Dacour. Non, t'es un mec assez humain, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu vas chercher finalement cette relation. Mais la bienveillance, elle est importante. Moi, ma mère m'a toujours dit que ce qui était important, il y avait la bienveillance. T'es plein de valeurs, non mais c'est vrai. La bienveillance, c'est la chose, c'est important. Occupe-toi de ton prochain, la transmission. Elle m'a dit, si j'ai le plus grand héritage qu'on laisse à ses enfants, c'est l'éducation et le respect. C'est un passeport pour la vie. C'est tellement vrai. Et partout où tu iras, bonjour, s'il vous plaît, merci. Quand tu vois une personne âgée, aide-la. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tends-lui la main. Bah, c'est des choses, tous les jours, enseigner, c'est répéter. Et comme on me l'a transmis, et ben à chaque fois, dès que je peux le faire, et ce que tu fais, ce qu'on a fait pour toi, tu dois le faire pour les autres. Bah c'est ça, finalement, tu vois, je resterai sur cette parole pour finir avant d'aller sur notre minute tips, mais je finirai là-dessus parce que ce que tu dis est tellement vrai. Donc, chers auditeurs, on passe tout de suite, maintenant, direction la minute tips. Coup de sifflet final avec le tips de l'invité. Un vrai conseil de pro, c'est dans No Ref No Game. Allez Olivier, c'est parti, dernière ligne droite de ce podcast. J'ai envie de te poser cette question. Quel tips, quel conseil finalement tu souhaites partager à nos auditeurs, peut-être à des pratiquants, des pratiquantes de foot qui se disent tiens, pourquoi pas aller comprendre un peu plus les lois du jeu, puis peut-être mettre le doigt dans l'arbitrage. C'est quoi, quels seraient tes conseils? Mes conseils? Ouais. Moi j'ai un conseil, quand l'arbitre siffle, replace-toi. Alors ça, c'est premier conseil quand t'es pratiquant. Pratiquant, quand l'arbitre il a pris sa décision, il va pas revenir dessus. Donc ne perds pas ton temps, ton énergie à discuter et respecte l'arbitre. Surtout. C'est la base de tout. Ouais. Surtout. Et allez, je gratte un peu parce que j'ai envie de gratter, mais je suis un jeune arbitre, enfin, vraiment qui débute. Je te rencontre. Quel conseil tu me dirais? Est-ce que vas-y fonce? Vas-y, parce que c'est aussi une voie d'excellence finalement, d'être arbitre. Est-ce que après c'est les raisons pour laquelle tu fais ce métier-là. Ça c'est si c'est par passion, et tu dois le faire par passion. C'est ce que j'ai dit. Si c'est pas par passion, change de métier. Oh, je partage totalement. Ouais, ça doit être la passion qui doit t'animer. Mais comme dans tout. Ouais. Quand tu fais un sport, fais-le par passion. Avant de le faire pour l'argent, pour tout ce qu'il y a autour, c'est pas important. La base de tout, c'est à chaque fois, c'est ce que je demande à un gamin pourquoi tu pratiques ce sport? Pour quelle raison? Est-ce que c'est comme les potes ou est-ce que c'est parce que t'es vraiment animé? Non, passionné. Qu'est-ce que t'aimes dans le football? Il me cite, puisque j'interviens parfois pour les jeunes et tout, et ce que je leur demande. Parce que si t'as pas la passion qui t'anime, ça ne durera pas. Tu joueras, mais t'arrêteras assez tôt. Alors la passion, tu l'as tout le temps. C'est vrai. Tout le temps, tu l'auras toujours. Avec des hauts, des bas, mais tu l'as tout le temps. Ouais, la passion, tu vis pour ça. Tu vois, tu vis, tu t'entraînes pour ça. Quand tu as la chance de faire ce métier-là, complètement. C'est ton métier, c'est ta passion. Et c'est ce que je dis à mon fils, encore je me répète, mais je lui ai dit, tu te rends compte, la chance que tu as, tu peux vivre de ta passion. C'est-à-dire qu'on va te payer pour t'amuser. Parce que le premier mot que je dis aux enfants, quand ils ont commencé, je leur disais, amusez-vous. Le football, c'est que du plaisir. Amusez-vous. Toi, vous arrivez à vivre de votre passion. Mais c'est extraordinaire, il y a combien de personnes? Il y a 98, 97%, 95% des gens, ils font pas, ils ont rêvé d'un métier, ils le font pas. Je suis d'accord. Non, c'est vrai. Ils le font pas. Vous avez cette chance. C'est-à-dire que, et tu te rends compte le pouvoir que tu peux avoir sur les gens. C'est-à-dire que toi, grâce à toi, une belle performance, une victoire, il y a des gens, tu vas leur changer toute leur semaine.
dans leur vie, vont être heureux. Pourquoi ? Parce que vous avez gagné, parce que vous leur avez donné des émotions. Et eux, toi, tu es sur le terrain, eux, ils sont là et ils te supportent. Ils mettent tout leur argent pour venir te voir, pour venir vous voir. Alors que toi, tu es payé pour t'amuser. Alors, fais en sorte d'être sérieux. Je dis toujours, c'est une équation, c'est talent plus travail égale réussite. Tu as du talent, mais travail, tu veux avoir la réussite. Fondamental. C'est le la travail. base. Mais c'est tellement vrai, il faut le dire en plus, nous on le répète tout le temps, mais c'est assez drôle parce que ça fait écho à notre quotidien d'arbitre où on était passionné de notre sport en fait, de manière primaire. Mais l'arbitre, il est obligé d'être passionné. Oui. Avec toutes les insultes qu'il prend, s'il n'était pas passionné, C'est clair, s'il fait pas... c'est clair. Avec ce que vous prenez comme argent, vous êtes des fous. Ouais, on va pas le dire sur ce sujet-là. Non, ce que je veux mais te c'est vrai, dire, c'est vrai. que un arbitre, il gagne pas d'argent. Ah bah si on le met de manière corrélée proportionnellement aux joueurs, oui. Oui, par rapport aux joueurs, Oui, c'est le jour et la nuit. complètement. Ce que je veux dire, par rapport aux insultes que tu peux prendre pour une mauvaise décision, Le stress, la ta pression, vie ouais. même, ta vie. Le mec, je sais plus quel arbitre en Ligue des Champions où il a reçu des menaces de mort, Ah, où il pouvait plus, même sa famille voulait changer de nom. Non, c'est terrible. non, c'est pas bon ça. Bah oui, tu vois, c'est pas facile. Ah non, clairement pas. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis, vaut mieux être passionné, vaut mieux aimer faire ce que tu fais, Ah, c'est clair. que sinon c'est problématique. Et ben voilà des conseils précis. Un grand merci Olivier d'avoir répondu présent pour répondre à nos questions sur ce nouvel épisode. J'ai été très content de t'avoir parmi nous, alors 1000 merci Olivier. Merci Jérémy. Allez, on se retrouve nous très prochainement pour un nouvel épisode de No Ref No Game. Allez, ciao les Whistler, bye. Merci d'avoir écouté No Ref No Game. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à notre podcast et rejoins-nous sur les réseaux sociaux. À très vite sur Whistle. N'attends plus et rejoins la communauté des Whistleers sur nos réseaux sociaux. Partage avec nous ta passion pour le sport. Whistle est sur Facebook, Instagram et X, @WhistleSport.